S'il y a un truc dans les animés qui, à mon sens, est le plus important, encore plus que les combats et le scénario en lui-même, ce sont les personnages. Je considère qu'un bon protagoniste, ainsi que des héros secondaires et antagonistes bien écrits, enrichissent beaucoup plus le récit que les diverses mystères et scènes d'action que peut mettre l'auteur dans son œuvre. Genre par exemple dans Hunter x Hunter, je préfère large les passages de jeu entre Komugi et Meruem, un peu dans le style Slice of Life, que les combats du manga, bien que ceci reste très cool. Le fait de créer des bonnes relations développées entre les personnages permet de les ancrer encore plus dans leur univers, ce qui nous fait d'autant plus accrocher à la série tant elle paraît crédible. On se dit qu'en quelque sorte, les personnages ne sont pas des robots qui subissent le scénario, mais le vivent vraiment, renforçant par conséquent l'immersion des spectateurs. Bon bien sûr, vous savez que dans 90% du temps, on suit un héros se battant contre un méchant, et ayant plus ou moins d'ambition de destruction vis-à-vis de l'avenir du village, de la terre, de l'univers, bon voilà quoi t'as capté. Mais hormis cette intrigue-là, on a très souvent des péripéties entre le héros et son rival, et qui, je trouve, sont beaucoup plus intéressantes à suivre que la quête initiatique voulue par l'auteur. Et ça, c'est un élément qui, selon moi, fait tout le charme des shonen neketsu. Les rivalités entre héros, c'est un thème récurrent dans de nombreux animés, que certains exploitent avec plus ou moins de succès. Et très souvent, le rival est plus digne de porter le titre de héros de l'histoire que le vrai héros, de par sa volonté ou encore son comportement / attitude. On a des personnages plus calmes et réfléchis comme Armin, plus puissants et badass comme Jairo Zeppeli, plus honnêtes comme elle, et des purs goats comme Vegeta. That's why he's the GOAT! The GOAT! Oui, parce que là, en fait, j'ai plus d'arguments pour ça. Vegeta, ça reste pour moi le personnage le plus complexe de Dragon Ball, de par son évolution tout au long de la série. Il y a carrément des moments où on se dit qu'il est beaucoup plus stratégique et intelligent que le personnage principal Goku. Particulièrement dans la saga Buu d'ailleurs, où il est vraiment le MVP de l'arc. On a, à l'instar de Piccolo durant le 23e Tenkaichi Budokai, un retournement de veste aussi inattendu que stylé, rendant par conséquent le personnage encore plus intéressant qu'auparavant. Néanmoins, Vegeta a des défauts, peut-être même plus que des qualités, et son comportement arrogant que l'on constate durant tout DBZ ne peut que confirmer ce fait. Véritable antagoniste lors de sa première apparition au chapitre 204 du manga, puis finalement allié et membre des Z-Warriors, le rival de Kakarot se trouve être le perso le plus humain de toute l'œuvre, de par ses choix au sein de l'histoire, mais également de par son caractère ultra aigri mais ultra attachant avec les autres personnages. Sans aller jusqu'à dire que c'est mon perso préféré all times, je dois reconnaître que c'est probablement le personnage le plus intéressant à suivre entre les différentes sagas du manga. Car oui, entre l'arrivée des Saiyans sur Terre et la fin de DBZ, Toriyama a complètement réécrit son deutéragoniste, le faisant passer de simple ennemi secondaire voire tertiaire, devant à la base mourir définitivement sur Namek, à véritable icône de la pop culture japonaise. Les frérots, aujourd'hui on s'attaque au prince, au guerrier fier par excellence, le grand Vegeta. Comment celui-ci est passé d'un ennemi assez plat et inintéressant à grand rival et ami de Son Goku, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en analysant arc par arc son évolution dans Dragon Ball. Je parle beaucoup trop là, donc faut qu'on y go les refs. Vegeta est un anti-héros. Bon, je vous avoue que l'arc Saiyan n'est clairement pas mon préféré du manga. Mais bon, vas-y, il faut commencer par quelque part, donc bon, j'ai pas trop le choix. Vegeta, car oui, techniquement son nom de famille et son prénom c'est la même, nous est réellement présenté au chapitre 213 du manga comme étant un ennemi voulant coloniser la Terre pour la revendre au plus offrant. Dit comme ça a l'air ultra basique, et même assez répétitif. Mais là où Akira Toriyama met de la distance avec les ennemis précédemment vus dans l'œuvre, c'est que c'est quelqu'un qui nous est d'emblée présenté avec un énorme défaut. Le gars est super fier. Fierté qui causera ses échecs à de nombreuses reprises, mais également à sa perte par la suite. Alors il est vrai que ce trait de caractère nous avait déjà été présenté en vite fait, notamment avec Tao Pai Pai durant l'arc du Red Ribbon, mais là le level de fierté est à un tout autre niveau. Le Boog arrive sur Terre, voit que Nappa se fait haggar par Goku et tue son Sahab sans pression. Ce qui est plutôt paradoxal quand on sait qu'il adore rappeler qu'il est le prince de la race la plus puissante de l'univers. En parlant de race la plus puissante de l'univers, on remarque direct qu'il a un ego de dingue, car je rappelle que les Saiyans ne sont absolument pas les personnages les plus puissants, qui plus est surtout au début de Dragon Ball Z. Donc là si on devrait faire un résumé de son comportement, ça serait complexe d'infériorité, une fierté que même les Algériens n'ont pas, et un CSC de malade mental à vouloir tuer sa propre race. Mes origines, je suis algérien, Taya Jazaïr. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un personnage aux antipodes complets de l'archétype du héros qu'on a. Il est arrogant et détesté même par les seuls survivants de sa propre race. Mais alors, pourquoi avoir rendu ce personnage aussi important, alors qu'il était clairement destiné par l'auteur à n'être qu'un simple ennemi secondaire, en attendant l'arc Freezer? La raison officielle, c'est qu'il fallait un nouveau rival au protagoniste. Avec la montée en puissance de Goku, des personnages comme Krillin ou encore Tenshinhan ne lui arrivaient plus à la cheville. Et il fallait donc créer un nouveau personnage récurrent qui permettrait au héros de se surpasser. Alors la légende raconte que c'est Kazuhiko Torishima, l'ancien
éditeur de Toriyama qui lui aurait conseillé de garder Vegeta comme adversaire à Goku parce que ça pourrait faire kiffer les lecteurs japonais et par conséquent faire beaucoup plus vendre. Voilà, je sais pas si c'est vrai, mais si ça l'est, ça m'étonnerait même pas. Mais en réalité, d'un point de vue scénaristique, Vegeta n'est pas foncièrement mauvais, comme on le verra par la suite avec l'arc Cell. C'est juste qu'il flippe sa race à l'idée de savoir que Freezer peut le fumer à n'importe quel moment. Cette idée le perturbera tellement qu'il ira même jusqu'à collaborer avec les héros par la suite. On a alors là un antagoniste beaucoup plus complexe que oui, je veux les boules de cristal parce que je veux grandir. On voit bien que le gars était juste frustré de ne pas pouvoir se venger, comme nous le témoignera son échange juste légendaire avec Goku avant de mourir de la main de Freezer. Vegeta est donc à ce moment-là de l'histoire ni un ennemi ni un allié. Toriyama aurait donc pu s'arrêter là et délaisser ce personnage, comme il l'a fait avec Yamcha ou encore Olong, mais il a décidé de miser une grande partie de son prochain arc sur l'humanisation de son personnage. L'arc de rédemption du prince. 25 juin 1991. Akira Toriyama dessine le chapitre 330 de Dragon Ball, prépublié dans le Shonen Jump. Remise en contexte, Freezer survit à la destruction de la planète Namek après son combat face à Goku, et arrive sur Terre avec son gros daron pour exploser la Z-Team. Survient alors un guerrier mystérieux aux cheveux violets, jamais vu auparavant, dont on ne connaît ni le nom ni le prénom, portant une épée dont l'origine nous est complètement inconnue. Eh chef, c'est Trunks. C'est pourquoi je garde le suspense là. La relation entre Trunks et Vegeta est pour moi la meilleure de tout Dragon Ball. Après je dis la relation mais en vrai je devrais dire les, puisque les deux Trunks présents dans l'aventure n'ont rien à voir du point de vue de leur personnalité. Trunks arrive sur Terre et déclare à Goku qu'il est en réalité le fils de Bulma et Vegeta, venant d'un futur apocalyptique où quasi toute l'humanité a été détruite par les cyborgs. Et c'est à ce moment-là que Toriyama nous mindfuck complètement avec cette révélation. Parce que quand même, je rappelle qu'à aucun moment on pouvait se douter que ces personnages finiraient ensemble. Genre à quel moment c'est prévisible le bail. Et c'est vraiment avec le personnage de Trunks que l'arc de rédemption de Vegeta arrive à son point le plus culminant. Alors il est vrai que même avant l'arrivée de Trunks dans l'histoire, on sentait déjà que Vegeta devenait un protagoniste de la série, et donc en soi un gentil. Notamment avec le fameux « Femme, viens ici! Allez, dépêche-toi! Viens ici, femme! Dépêche-toi !» À partir de l'arrivée de Trunks sur Terre, Vegeta est surpris de se voir aimer sa vie paisible sur Terre. Suffit de voir sa réaction où il apprend que Trunks est son fils, où il est complètement choc-barre de baiser. Et ça, personnellement, c'est un truc que je kiffe. Les mecs s'apprécient, s'entraînent ensemble dans la salle du temps, mais ne se parlent jamais réellement. Contrairement à la version présente de Trunks, où là, Vegeta change complètement de personnalité. Mais ça, on en parlera juste après. Vegeta devient donc un réel protagoniste à partir de l'arc Cell, en grande partie grâce au personnage de Trunks, mais aussi de Bulma, qui le rendront peu à peu humain. Et il y a une scène à la toute fin de l'arc Cell qui nous confirme son basculement complet du côté des héros. Épisode 186, Perfect Cell survit à sa destruction, et revient sur Terre pour terminer son taf. La scène est juste folle. Il débarque sur Terre et tue de sang-froid, tue entre grosses guillemets, Mirai Trunks. Vegeta fonce sur Cell et lui envoie une rafale de Kikoa en signe de vengeance. Bon, bien évidemment, il se fait rétam, parce que ça reste Vegeta, voilà, déconnez pas non plus. Mais Hassoul, t'as vu, c'est les intentions qui comptent, comme on dit, donc bon voilà, on peut pas lui en vouloir, quoi. On a ici un bête dommage à la mort de Krillin dans l'arc Namek. Cette fois-ci, ce n'est pas Goku qui voit son meilleur ami mourir, mais Vegeta, dont le fils se fait abattre sous ses yeux. Nous faisant donc comprendre que c'est à lui de sauver sa famille maintenant. Après, est-ce que c'est vraiment un hommage ou c'est juste Toriyama qui a recyclé la pseudo-mort de Freezer sur Namek? Ça, j'en sais rien. Mais n'empêche que ça reste très stylé. L'arc Cell se termine, Sangohan tue Cell, Trunks retourne dans sa timeline, bon vous connaissez l'histoire hein. À partir de là on se dit que ça y est, c'est la fin du manga car tous les personnages ont atteint leur but. Goku est mort, Gohan est le protecteur de la Terre, Vegeta a désormais une famille à protéger, en soi rien ne nous avançait à une quelconque suite. Mais c'est là qu'intervient l'arc Buu, avec ses qualités, mais aussi pas mal de ses défauts. Majin Vegeta est la redite de l'arc Buu. L'arc Buu est pour moi le meilleur de tout Dragon Ball. Voilà, maintenant que c'est dit, ça va m'attaquer en commentaire, mais bon, vas-y. De toute façon, si ça foire, ça tient qu'à nous, hey. Il est vrai que l'arc a de nombreux défauts. Le retour de Goku comme personnage principal, alors que clairement il y avait un truc à faire avec Goten et Trunks, ou encore le Super Saiyan 3, qui bien qu'étant très stylé ne raconte pas grand chose. Mais bon, revenons-en au début de l'arc. 7 ans se sont écoulés après la mort de Goku, quand celui-ci revient sur Terre pour participer au Tenkaichi Budokai. Survient alors Babidi, accompagné de Dabra, tous deux voulant ressusciter Majin Buu pour détruire la Terre. Pourtant, il y a un truc que je vous ai pas précisé dans le résumé, mais personne ne s'est entraîné durant ces 7 ans. Contrairement à Dragon Ball Super où l'on voit tout le temps Goku et Vegeta s'entraîner, là, on peut voir que Vegeta s'est reposé sur ses lauriers, et a juste profité de la vie en fait. Et ça confirme justement ce que j'évoquais dans la partie précédente. Le personnage n'est plus un guerrier. Non seulement car la paix est revenue sur Terre, mais surtout car Goku est mort, et que par conséquent il n'a plus d'objectif à être le plus fort. C'est pour ça qu'on le voit aller au parc d'attractions avec Bulma et Trunks. Un peu comme s'il voulait rattraper le temps perdu avec Trunks du futur. Cependant, il y a un défaut majeur de cet arc, qui fait un peu source de retour en arrière pour ce qui est du développement de Vegeta. Je parle bien sûr de Majin Vegeta. Majin Vegeta, il a un chara-design de fou furieux, et je suis complètement d'accord sur le fait que son combat contre Goku, puis son sacrifice face à Buu après, c'était masterclass. Mais faut tout de même reconnaître que l'auteur a juste fait ça pour faire bander le fanboy en soi.
Parce que d'un point de vue narratif, ça colle. Vegeta qui se fait contrôler par Babidi, ses vieux démons le hantent et il se venge de toute l'humiliation que Goku lui a fait subir. Un peu comme dans Shrek 4 en fait. Mais faut avouer que l'auteur a fait un retour en arrière en recréant le même schéma narratif d'arc. Vegeta ça devient un gars cool, il veut redevenir le guerrier puissant qu'il était, il se sacrifie pour sauver Trunks, c'est trait pour trait le même déroulement que durant l'arc Cell. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ça une Reddit. L'auteur se répète, ce qui gâche un peu l'avancée du personnage. En fait, je pense que c'était surtout pour avoir une conclusion vis-à-vis de la rivalité entre Goku et Vegeta. Parce qu'il est vrai que mine de rien, on n'avait pas eu d'affrontement final entre les deux avant ça. Et je pense que c'est surtout cette piste qu'a voulu exploiter Toriyama, notamment lors des événements dans le monde des Kaioshin. Bon, je pense que vous l'avez vu venir à des kilomètres, on va parler du monologue de Vegeta à Goku à la toute fin de la saga. Et non, je ne parlerai pas de l'intervention de Mister Satan, parce que j'en ai déjà fait un TikTok. Suivez-moi là-bas d'ailleurs, ça ferait grave plaisir ça. La hype de la saga Buu est à son paroxysme. Goku se péta pendant 1000 ans contre Buu Petit, quand Vegeta fait une rétrospective de toute son aventure. La scène est probablement la plus marquante de tout DBZ. Entre la VF du personnage par Éric Legrand, ou même l'OST en fond juste exceptionnel, jamais un discours de personnage d'animé ne m'a fait autant kiffer. Et puis comme pour conclure cette rivalité présente depuis plus de 300 chapitres maintenant, Vegeta termine ses paroles avec la merveilleuse réplique « Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. » C'est ainsi que Vegeta termine son histoire en apothéose, passant d'ennemi à l'ego surdimensionné à ami et allié des Z-Warriors. Mais bon, ça c'était avant ça. Bon on y retourne hein. La continuité du développement de Vegeta dans Dragon Ball Super. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ou du moins à ce que je pensais, Vegeta est l'un des rares persos à être respecté dans Dragon Ball Super. Enfin bon, respecté. Oublions pas qu'on a eu ça... Non, ça, en fait, le truc, c'est qu'à l'inverse de Goku, qui devient de plus en plus teubé, Vegeta, ça s'agit au fur et à mesure. Il y a vraiment un côté du genre, ça y est, le passé, c'est derrière lui. Par exemple, durant l'arc Moro, le passage où on peut le voir sauver des Namek de la destruction de Moro, c'est une scène beaucoup trop sous-cotée et qui est assez symbolique. Vegeta, qui a martyrisé des dizaines de Namek auparavant, tente cette fois-ci de les sauver pour se faire racheter. Ce qui, je trouve, est une bête d'idée. Mais le souci avec Dragon Ball maintenant, c'est que quand t'as une bête d'idée dans l'histoire, t'en as forcément une autre qui est bien gaze. Et oui, là je parle de l'Ultra Ego et du SSJ Blue Diamond. Non, parce qu'il y a un truc que j'ai toujours pas capté avec DBS, c'est qu'on a l'impression que Toyotaro va à tout prix refaire devenir de Vegeta un méchant. Ce qui est assez contradictoire quand on sait que le perso est de plus en plus humanisé au fil des épisodes. Il y a qu'à voir l'Ultra Ego qui est une sorte de Majin Vegeta Eco Plus. Non franchement, je peux comprendre le parallèle entre l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego. D'un côté t'as la pureté de Whis en Goku, et de l'autre la destruction et la malveillance de Beerus en Vegeta. Mais là encore je comprends vraiment pas pourquoi faire ça, maintenant que le perso est devenu des plus gentils de l'histoire. Et je vais pas parler du SSJ Blue Diamond sinon je vais câbler Rei. Malgré ça, on a tout de même eu de vraies scènes épiques qui sont complètement dignes de DBZ. Genre le combat contre Beerus dans Battle of God, il est beaucoup trop bien. Sans parler de la VF, elle aussi vraiment très stylée. Mais je dois avouer que j'ai quand même un peu le seum de savoir ce qu'est devenu le personnage. Remarque, vous me direz qu'il est pas aussi claqué que dans Dragon Ball GT, c'est déjà ça. Je dirais que Vegeta dans Dragon Ball Super, à l'image de la série, a du bon comme du mauvais. On a des scènes de rage incroyables, entrecoupées de gags débiles et enfantins. Hormis durant DBS et DBGT, Vegeta est pour moi le personnage de Dragon Ball ayant la meilleure personnalité et la meilleure histoire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il reste l'un des personnages les mieux écrits de l'animation japonaise, de par ses ambitions, son caractère, le sentiment d'empathie qu'il nous fait ressentir, tous servant au mieux son évolution dans l'histoire. Il est, je pense, le personnage du manga auquel on peut le plus s'identifier. Alors attention, hein, je dis pas que vous êtes des gens arrogants, ayant envie de niquer des planètes pour les revendre. Mais donner à ce personnage tant de défauts, pour au final le rendre des plus appréciables et héroïques, fait qu'il est, selon moi, le meilleur personnage de Dragon Ball. Merci à vous d'avoir maté la vidéo jusqu'ici, en vrai ça fait super plaisir. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'histoire de Vegeta dans Dragon Ball GT. Non vraiment, je me disais que c'était pas si intéressant que ça, si ce n'est pour parler de l'arc Baby. Mais bon, vas-y, au risque de me répéter avec ce que j'ai dit sur Majin Vegeta, ça aurait été assez redondant. Hormis ça, oubliez pas le like et l'abonnement si vous avez kiffé. Et sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les refs.